Joseph Proudhon du principe de l'art et de sa destination sociale. Gustave Courbet, l'artiste au violent paradoxe, vient de produire une œuvre dont le scandale aurait effacé tous ceux dont il s'est depuis 15 ans rendu coupable, si le gouvernement n'avait pris soin d'y mettre ordre en excluant purement et simplement de l'exposition 1863 cette peinture téméraire. Par ordre supérieur, le retour de la conférence n'a figuré au Palais de l'Industrie ni parmi les admis ni parmi les exclus. À cette occasion, les adversaires de l'auteur n'ont pas manqué de s'écrier que cette petite persécution était justement ce qu'ils cherchaient. Courbet, disent-ils, est à sa dernière ficelle. Après avoir agacé le public de ses laideurs recherchées, le voilà qui a recours à l'inconvenance des sujets. À force de cynisme, il ne pouvait manquer de s'attirer un coup d'État. Seul moyen qui lui resta de faire encore une fois parler de lui. Maintenant que les étrangers chez lesquels il va le colporter son chef-d'œuvre lui témoignent en florin, guinées et dollars leur indiscrète curiosité, c'est tout ce qu'ils demandent. Qu'ils sachent seulement que ce prétendu maître peintre, fondateur équivoque d'une école sans élèves, qui n'a jamais su formuler son principe, cet insulteur de l'art est jugé. Il n'a plus rien à montrer au ballot, et il est à bout de surprise et de charlatanisme. Et le public, qui n'entend rien à cette dispute d'artistes, d'ouvrir de grands yeux, médiocre amateur de peinture, mais très affriandé de scandale. Qu'on se figure sur un grand chemin au pied d'un chêne béni, en face d'une sainte image, sur le regard sardonique du paysan moderne, une scène d'ivrogne appartenant tous à la classe la plus respectable de la société, au sacerdoce. Là, le sacrilège se joignant à la soulerie, le blasphème tombant sur le sacrilège, les 7 péchés capitaux, l'hypocrisie en tête, défilant en costume ecclésiastique, une vapeur libidineuse circulant à travers les groupes. Enfin, par un dernier et vigoureux contraste, cette petite orgie de la vie cléricale se passant au sein d'un paysage à la fois charmant et grandiose, comme si l'homme, dans sa plus haute dignité, n'existait que pour souiller de son indélébile corruption l'innocente nature. Voilà en quelques lignes ce que s'est avisé de représenter Courbet, encore s'il s'était contenté pour épancher sa verve de quelques pieds carrés de toile. Mais non, il a bâti une immense machine, une vaste composition, comme s'il se fût agi du Christ sur le calvaire, d'Alexandre le Grand à son entrée en Babylone, ou du serment du jeu de pommes. Aussi, lorsque cette joyeuseté picturale parut devant le jury, il y eut clameur dehors, l'autorité décida l'exclusion. Mais Courbet récrimine. Plus que jamais, il accuse ses confrères en masse de méconnaître la pensée intime et la haute mission de l'art, de le dépraver, de le prostituer avec leur idéalisme. Et il faut avouer que la décadence aujourd'hui signalée par tous les amateurs et critiques n'est pas peu faite pour donner aux proscrits au moins une apparence de raison. Qui a tort du soi-disant réaliste Courbet ou de ses détracteurs champions de l'idéal? Qui jugera ce procès où l'art lui-même, avec tout ce qui le constitue et qui en dépend, est mis en question? Je n'entends nullement me faire ici le prôneur ou garant des fantaisies de Courbet, qu'il soit estimé à sa juste valeur, conformément aux principes et aux règles de l'art. C'est tout ce que je souhaite à cet artiste et dont je laisse volontiers le soin au public. Mais encore faut-il qu'on le comprenne, surtout que ses antagonistes se comprennent eux-mêmes. Qu'est-ce que cet art que tous cultivent avec plus ou moins d'éclat? Quel en est le principe? Quelle en est la fin? Quelles en sont les règles? Chose étrange, il n'y a personne, ni à l'Académie, ni ailleurs, qui soit peut-être en état de le dire. L'art est indéfinissable, quelque chose de mystique. La poésie, la fantaisie, tout ce que vous voudrez qui échappe à l'analyse, n'existe que pour lui-même et ne connaît pas de règles. Recueillez les discours, rassemblez les écrits, faites le dépouillement des critiques. Je suis fort trompé si vous obtenez rien de plus. Ce qui n'empêche pas les artistes de se disputer ni plus ni moins que des théologiens et des avocats qui, eux, du moins, reconnaissent des principes et des règles, et de se condamner les uns les autres comme si ce n'était pas chose convenue qu'ils ne se peuvent entendre. Ne demandez pas quelle est l'utilité de l'art et à quoi servent dans la société les artistes. Il est des professeurs qui vous répondraient que le caractère essentiel de l'art, que sa gloire est précisément d'être affranchi de toute condition utilitaire, servile.
L'art est libre, disent-ils, il fait ce qui lui plaît, travaille pour son plaisir et nul n'a le droit de lui dire « Voyons ton produit, quoi donc ?» Platon chassait de la République les poètes et les artistes, Rousseau les accusait de la corruption des mœurs et de la décadence des États. Faut-il croire, d'après ces illustres philosophes, grands écrivains eux-mêmes, grands artistes, que l'art étant rêverie, caprice et paresse, ne peut engendrer rien de bon? J'avoue qu'il me répugne d'admettre une pareille conséquence, et bon gré mal gré, puisque l'art est évidemment une faculté de l'esprit humain, je me demande quelle est la fonction ou le fonctionnement de cette faculté, partant quelle en est la destination domestique et sociale. Que Courbet mette dans ses tableaux des prêtres en goguette ou que Flandrin les représente à la messe, qu'on nous fasse voir des paysans, des soldats, des chevaux, des arbres en peinture, quand il ne tient qu'à nous de les observer en nature, qu'on nous montre ce qui est bien plus fort en toutes sortes de poses, les effigies supposées tantôt de personnages antiques dont on ne sait presque rien, tantôt de héros de romans, de fées, d'anges, de dieux, produits de la fantaisie et de la superstition. En quoi tout cela peut-il sérieusement nous intéresser? Qu'importe à notre économie, à notre gouvernement, à nos mœurs? Qu'est-ce que cela ajoute à notre bien-être, à notre perfectionnement? Convient-il à de graves esprits de s'occuper de ces coûteuses bagatelles? Avons-nous du temps et de l'argent de reste? Voilà certes ce que nous autres gens de pratique et de bon sens, qui ne sommes point initiés au mystère de l'art, avons le droit de demander aux artistes, non pour les contredire, mais afin d'être édifiés sur ce qu'ils pensent d'eux-mêmes et sur ce qu'ils attendent de nous. Or, c'est justement à quoi, depuis que ces messieurs se querellent, genus irritabile, personne ne paraît avoir clairement répondu. Tous les 2 ans, naguère c'était tous les ans, le gouvernement régale le public d'une grande exposition de peintures, statuaires, dessins. Jamais l'industrie n'eut des exhibitions aussi fréquentes, et elle en jouit depuis beaucoup moins de temps. En fait, c'est une foire d'artistes mettant leurs produits en vente et attendant avec anxiété les chalands. Pour ces solennités exceptionnelles, le gouvernement nomme un jury chargé de vérifier les ouvrages qu'on lui envoie et de désigner les meilleurs. Sur le rapport de ce jury, le gouvernement décerne des médailles d'or et d'argent, des décorations, des mentions honorables, des récompenses pécuniaires, des pensions. Il y a pour les artistes distingués selon le talent reconnu et l'âge des places à Rome, à l'Académie, au Sénat. Tous ces frais sont acquittés par nous autres profanes comme ceux de l'armée et des chemins vicinaux, ce qui établit une analogie de plus entre les industriels et les artistes. Cependant, personne, ni dans le jury, ni à l'Académie, ni au Sénat, ni à Rome, ne serait peut-être en état de justifier cet article du budget par une définition intelligible de l'art et de sa fonction, soit dans les familles, soit dans la cité et dans le pouvoir. Pourquoi ne pas laisser les artistes à leurs affaires et ne s'occuper d'eux non plus que des bateleurs et danseurs de cordes? Peut-être serait-ce le meilleur moyen de savoir au juste ce qu'ils sont et ce qu'ils valent. Plus on réfléchit sur cette question de l'art et des artistes, plus on rencontre des sujets d'étonnement. Ingres, maître peintre comme Courbet, est devenu par la vente de ses ouvrages riche et célèbre. Il est clair que celui-là au moins n'a pas rien travaillé que pour la fantaisie. Tout récemment, il a été admis au Sénat comme une des grandes notabilités du pays. Au signal donné par le gouvernement, les citoyens de Montauban, compatriotes de Ingres, lui ont décerné une couronne d'or. Voilà donc la peinture mise de pair avec la guerre, la religion, la science et l'industrie. Mais pourquoi Ingres, actuellement sénateur, a-t-il été réputé le premier parmi ses pairs? Si vous consultez les hommes spéciaux, gens de lettres, artistes et critiques sur la valeur artistique de Ingres, la plupart, sinon tous, vous répondront naïvement que Ingres, habile dessinateur, est le chef très discuté d'une école tombée depuis plus de 30 ans en discrédit, l'école classique. Qu'à cette école, il en a succédé une autre qui à son tour a obtenu la vogue, l'école romantique, dont le chef, Eugène Delacroix, vient de mourir. Que celle-ci a succombé elle-même et qu'elle en est en partie remplacée par l'école réaliste, laquelle n'a pas mieux su se définir que ses devancières et dont le principal représentant est Courbet. En sorte que sur la gloire de Ingres, vénérable chef du classicisme, se sont superposées 2 écoles plus jeunes, de nouvelles générations d'artistes. Comme sur les animaux contemporains du dernier déluge, se sont superposées 2 et même 3 couches de terrain.
Or, remarquez que dans le train ordinaire des affaires humaines, ce ne sont pas les antiquités que l'on recherche, ce sont les nouveautés. Aussi le veut la grande loi de la civilisation, le progrès. Pourquoi le gouvernement a-t-il choisi Ingres, un antidéluvien, plutôt que Delacroix, plutôt que Courbet? Notez qu'à ne considérer que le talent d'exécution ou la différence des goûts dont il est de précepte de ne pas disputer, les trois se valent, ou peu s'en faut. Comment donc? Encore une fois, le gouvernement préfère-t-il en fait d'art la décrépitude à la jeunesse, les antiquailles aux inventions nouvelles? L'art est-il un élément de civilisation ou de décadence? Se mesure-t-il comme à la valeur de certains tableaux par l'accumulation des années? Est-ce affaire d'archéologie? Ou bien en serait-il de lui comme de la politique, qui de tout temps eut horreur des idées nouvelles, et dont la marche est à rebours de l'histoire? De la sorte, les derniers venus en peinture seraient les plus mauvais. À quoi bon alors les encouragements et les récompenses? Laissons aller les choses, si mieux n'aimons suivre le conseil de Platon et de Rousseau et frapper ce soi-disant monde de l'art, tourbe de parasites et de corrompus d'ostracisme. Et en effet, si les novateurs en fait d'art, de même qu'en matière de religion et de politique, doivent être condamnés, ce n'est pas le seul Courbet qu'il faut proscrire, c'est tout le monde. Chose certaine, depuis que l'art est devenu une profession, une espèce d'industrie, une spécialité dans la société, soit instinct, soit imitation de ce qui se passait autour de lui, il a constamment tourné le dos à sa tradition. L'école hollandaise rompt avec l'italienne. Celle-ci a répudié le Moyen-Âge, qui de son côté avait énergiquement protesté contre le paganisme. Parmi les Grecs et les Romains eux-mêmes, l'école qui produisit le Laocoon et le gladiateur n'est plus la même que celle qui faisait Hercule au repos ou Apollon vainqueur du serpent. Entre ces deux écoles, il y a la même distance qu'entre Ingres et Delacroix. On a beaucoup reproché à Courbet de n'avoir pas su formuler son système. Mais quelle est donc l'école d'art qui ait jamais su ce qu'elle faisait, ce qu'elle pensait, en vertu de quel principe elle marchait, elle agissait? Cette ignorance de soi et de sa destinée, même au dire des plus profonds critiques, ceux qui distinguent essentiellement le génie des arts, à telle enseigne qu'en devenant penseur, on cesse selon eux d'être artiste, et que si l'on veut se faire une idée théorique de l'art, en déterminer la fonction, en juger les œuvres et le ramener lui-même au sens commun, on approchera d'autant plus de la vérité qu'on aura l'imagination moins troublée par les illusions de l'art. Telle est aussi mon opinion, et si vous prenez la peine de lire ce qui suit, amis lecteurs, j'ose espérer sans trop présumer de vous, ni vous faire injure, que vous vous joindrez à mon sentiment. C'est donc à nous profanes gens de travail servile et de sèche analyse à faire le décompte de l'art et à régler la position des artistes. Il le faut, fond prime toujours sur celle de la forme. Et quand toute création de l'art, avant de juger la chose de goût, il faut vider le débat sur l'idée. Or, quelle est l'idée de Courbet, non seulement dans tel de ses tableaux, mais dans l'ensemble de son œuvre? Voilà ce qu'il convenait tout d'abord d'expliquer. Au lieu de répondre, on s'est hâté d'arborer un drapeau sur lequel on a écrit sans savoir ce que l'on faisait, réalisme. La critique a battu la campagne, et voilà Courbet, grâce à ce sobriquet métaphysique, devenu une sorte de sphinx auquel depuis 10 ans le progrès de l'art français semble accrocher. Je puis à mon tour me tromper, c'est ce dont le lecteur jugera, mais il me semble que rien n'était plus aisé, après avoir examiné une demi-douzaine de tableaux du célèbre novateur, les plus significatifs, que d'en dégager la pensée fondamentale. Cela fait de juger la portée de l'innovation, de lui assigner son rang dans la série des écoles, de préciser les règles d'après lesquelles Courbet et tous les artistes doivent être jugés et de leur donner à tous ce qui paraît leur manquer encore la pleine, entière et philosophique conscience de leur mission. Non, Courbet n'est pas un sphinx, et ses tableaux ne sont pas des monstres. Je crains d'abaisser à une question de personne un sujet qui intéresse l'art tout entier, mais je croirais avoir bien mérité du public et des artistes, et servir le progrès, si à propos d'un homme, je parviens à jeter les fondements d'une critique d'art rationnelle et sérieuse. Il est dans la peinture comme dans les beaux-arts des règles générales, des principes supérieurs qui relèvent de la raison et auxquels ni artiste ni philosophe ne se peut dérober. Si l'on peut manquer de goût en ayant raison, il n'y a pas de goût contre la raison. Or, ce sont ces principes généraux de critique que je me propose d'établir, à l'aide desquels on pourra juger et classer non seulement le peintre Courbet, mais tous les artistes, quels qu'ils soient, et marquer la voie.
Je veux donner les règles du jugement, le public jugera.